Alors, après toutes les discussions institutionnelles très importantes, on m'a demandé de faire le quart d'heure science-fiction et de parler de l'innovation et des tendances de fond de l'innovation. Alors, pour la première fois de ma vie, je suis en désaccord avec Alain Coulon. Alain nous a dit hier que nous sommes dans une période relativement stable, où il n'y a pas de grandes modifications technologiques à attendre. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'au contraire, nous sommes dans une phase d'explosion technologique. Le meilleur signe du fait que nous sommes à un changement de paradigme dans le système de santé, c'est l'entrée massive de Google dans notre bac à sable. Ça a fait la une de tous les médias mondiaux, personne n'en a parlé en France. Il est vrai que nous sommes davantage intéressés par le passé de Petroplus de Florange et nos vieilles gloires que par la préparation de l'avenir. Google rentre massivement dans le monde de la santé, avec des ambitions majeures. Google est un acteur industriel, alors que nous sommes, nous, des artisans, au sens propre du terme, au sens noble du terme. C'est quelque chose, c'est un événement majeur. Cela signifie que l'organisation de la santé va changer et va devenir plus industrielle. Si Google rentre dans le monde de la santé aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est parce que nous sommes au décollage de ce qu'on appelle les NBIC, c'est-à-dire la convergence entre les nanotechnologies, les technologies qui agissent au niveau du milliardième de mètre, ce qui est justement l'échelle où opère le vivant, les biotechnologies, l'informatique et puis les sciences cognitives, c'est-à-dire l'intelligence artificielle et les sciences du cerveau. Concomitamment au développement des NBIC, nous sommes à une étape où les données que nous allons traiter pour nos patients vont exploser. Sur les 10 années qui viennent, la quantité de données que nous allons manipuler par patient va être multipliée par 1 million, à cause de la biologie moléculaire, à cause du séquençage ADN. Ce que nous faisions avec notre bite et notre couteau et une feuille Excel de données, dans le pire des cas, ne va plus pouvoir être géré de façon manuelle et de façon artisanale. Un génome entier, cela génère 10 000 milliards d'informations. Cela va donc entraîner une nouvelle organisation du système de santé. Il ne faudrait pas que nous dépensions toute notre énergie à gérer la complexité du millefeuille sanitaire, ce qui est important, nous en convenons, en oubliant la technologie. Sinon, nous pourrions finir comme les journalistes ont fini face à Internet, comme les libraires sont en train de finir face à Amazon, comme l'industrie du disque est en train de finir face à iTunes et Apple, j'en passe, et des meilleurs. La technomédecine, c'est-à-dire cette médecine au croisement des nanobiotechnologies, de l'informatique et des sciences cognitives, elle a de grandes conséquences. Si l'on se projette sur 10 à 15 ans, on peut voir 8 grandes conséquences qui sont directement impactantes pour nous. La première, c'est que ces technologies sont exponentielles. Le coût du séquençage ADN a été divisé par 3 millions en 10 ans. Et ce qui était impensable en 90, de pouvoir séquencer l'ADN humain, est en train de devenir une banalité et nous allons tous être séquencés et tous nos patients vont être séquencés sur une dizaine d'années environ. Donc il faut être vigilant et ne pas rater les tsunamis technologiques. Et donc il ne faut pas passer 100% de notre temps à gérer l'interface entre la CNAM et l'État, il faut laisser quelques pourcents pour la veille technologique. Si nous ne voulons pas être les maréchaux ferrants du XXIe siècle et perdre définitivement le peu de pouvoir médical que la technostructure nous a laissé. Le deuxième point important, c'est que dans cette technoscience, il y a un nouveau partage de la valeur ajoutée. Le data mining est plus important que le stéthoscope. Or, le data mining, nous sommes nuls. On a mis 10 ans à commencer à traiter les maigres données que nous avons aujourd'hui. De traiter demain le déluge de données de biologie moléculaire qui va nous tomber dessus, ce n'est pas notre métier. Il y a un grand danger que des acteurs pesant des centaines de milliards de dollars comme Google rentrent massivement à nos dépens dans notre écosystème. Le troisième point, bien sûr, c'est que de nouveaux acteurs rentrent. Nous ne sommes plus dans des paradigmes artisanaux, mais dans des paradigmes industriels, et donc les infomédiaires californiens, c'est-à-dire les grands groupes de la Silicon Valley, sont en train de rentrer et de changer la structure de nos métiers. Et je le répète,
la génomique, on ne va pas le faire comme on le fait aujourd'hui. C'est forcément un process industriel. On a un bouleversement du cycle économique puisque la connaissance des risques arrivant beaucoup plus tôt, il y a une nouvelle synthèse à opérer entre la médecine individuelle et la santé publique. Le pouvoir médical, bien sûr, va être redistribué à nos dépens. Et la seule question qui se pose, c'est jusqu'où allons-nous perdre notre pouvoir économique en faveur d'acteurs industriels? Qu'allons-nous pouvoir préserver? Que peut-on encore préserver si on commence à bosser sur la technologie et qu'on déplace notre focus un tout petit peu des problèmes institutionnels vers les vrais problèmes d'avenir? Et je ne dis pas du tout qu'il faut cesser de faire de la médico-économie traditionnelle. Il faut juste un peu regarder le futur. Il ne faut pas que nous finissions comme Kodak a fini, et vous savez que Kodak a déposé le bilan l'année dernière. Cette redistribution du pouvoir médical, elle est très importante. Mais il y a des conséquences qui nous dépassent même, c'est que cette médecine entraîne des externalités majeures. Derrière le séquençage du génome, dans 10-15 ans, il y aura des modifications génétiques du génome, et ce qui a des conséquences pour l'espèce, et ce qui va fonder la politique du vivant, c'est-à-dire la biopolitique qui est à écrire aujourd'hui. Ceci est vertigineux, a des implications philosophiques, et ça va même plus loin. Quand on voit la politique génétique de la Chine aujourd'hui, on se rend compte que les technologies NBIC peuvent être des instruments de puissance géopolitique et géostratégique. Quand la Chine lance un grand programme de séquençage des surdoués, séquençant tous les gens de plus de 160 de quotient intellectuel, et que le chef de projet chinois explique dans le Wall Street Journal, dans Wired, que le but est d'augmenter le quotient intellectuel moyen de la Chine au XXIe siècle, on voit bien que la médecine passe d'un instrument pour aider les malades et pour faire reculer la maladie à la mort, à un instrument potentiellement de puissance géopolitique, de puissance étatique. Et ce n'est pas dans notre logiciel social-démocrate de penser à ces problèmes de géostratégie, il pourrait demain toutefois se poser. Où nous mène la technomédecine et où nous mènent les technologies NBIC? Entre utopie, science-fiction et médecine réalité. En gros, d'ici 2040, on a 3 grandes vagues technologiques que vous connaissez. La première, c'est l'hybridation avec des implants électroniques. Ça a commencé avec les implants cochléaires. On a continué dans le Parkinson et dans les troubles obsessionnels compulsifs. Les premières rétines artificielles arrivent, les organes électroniques. Cette vague va se poursuivre dans les décennies qui viennent. La deuxième vague est plus moderne et nous savons moins la manager, c'est l'ingénierie du vivant, qu'il s'agisse de modifier notre ADN, c'est-à-dire de reprogrammer la cellule par ingénierie génétique, ou l'ingénierie cellulaire, qui est de régénérer nos tissus par les cellules souches, et également la fabrication d'organes artificiels à partir de matrices de polymères et de cellules souches. La première fois où ça a été réalisé, c'est sur un larynx en 2011. Ces 3 technologies vont se déployer progressivement sur les décennies qui viennent. Aujourd'hui, on fait ça très bien en laboratoire, mais ça n'est pas encore généralisé en clinique de tous les jours. La première rétine produite par cellules souches a fait la couverture de Nature il y a 1 an et demi. Il y a un décalage entre le laboratoire et notre capacité à développer et à déployer dans la médecine de tous les jours ces technologies, mais cela va arriver sur la décennie qui vient. Puis la 3e grande vague technologique, c'est la nanomédecine, c'est-à-dire la possibilité d'agir au niveau du milliardième de mètre. La première conférence de nanomédecine a eu lieu en 2012 et progressivement, d'ici 2040, ces technologies vont rentrer dans la médecine courante. Globalement, le séquençage de l'ADN, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se généralise. La thérapie génique, les cellules souches, c'est entre 2020 et 2025 que ça va devenir quelque chose de relativement banal. Et la nanomédecine va se déployer entre 2020, 2030, 2040. Derrière, il y a d'autres vagues technologiques, d'agir sur la télomérase, de modifier le plasma, la lutte contre le vieillissement des protéines, et puis l'agissement d'agir sur l'épigénétique. Tout ceci va se faire entre 2025 et 2040. On n'a pas bien vu venir ça, parce que, comme je le disais tout à l'heure, les technologies sous-jacentes sont des technologies exponentielles. Donc 100% des scientifiques mondiaux en 90 expliquent qu'il est impossible de séquencer l'intégralité du génome. Aujourd'hui, ça se fait en quelques heures et pour 1 000 $. Ce qui était impossible est devenu possible parce que les lois sous-jacentes sont des lois exponentielles, ce ne sont pas des lois linéaires.
Ces technologies, donc, elles sont scalables, donc on ne les voit pas bien venir. Et elles sont plutôt plus scalables que les technologies électroniques. C'est-à-dire que l'exponentielle est encore plus violente. La puissance informatique est multipliée par 1000 par décennie. En revanche, si vous prenez l'ADN, le coût du séquençage ADN voit son prix divisé par 2 tous les 5 mois. Donc c'est beaucoup plus rapide encore que le développement de l'électronique. La puissance informatique, elle est fondamentale. Ce sont les paliers de puissance informatique qui nous permettent de comprendre le vivant et derrière de le modifier. Si on reprend l'histoire de l'informatique depuis l'après-guerre, le premier serveur informatique kiloflop, c'était réalisant 1000 opérations en virgule flottante par seconde, c'est 50, le million, c'est 64, le milliard, 86, 1000 milliards, 98, 1000 milliards, c'est ce qui est nécessaire pour analyser l'ADN. C'est pour ça qu'en 90, les gens pensaient que c'était impensable, c'est que cette technologie n'était nulle part accessible en 90. En 98, le plus gros serveur au monde atteignait le teraflop, c'est-à-dire 1000 milliards d'opérations par seconde. Et on va voir qu'aujourd'hui, cette puissance tient dans le creux de la main un seul microprocesseur atteignant un teraflop. Première machine pétaflop, 1 million de milliards, c'est 2007. Le plus gros ordinateur au monde fait 33 pétaflops, 33 millions de milliards d'opérations par seconde, et le milliard de milliards va être atteint en 2018. Ce seuil de puissance est important car c'est celui-là qui va permettre de banaliser la compréhension du cerveau et de banaliser l'utilisation des cellules souches et de la thérapie génique qui vont consommer énormément de puissance informatique pour être modélisées. Je vous passe sur le seuil zetaflop. Intel pense qu'on devrait atteindre 1000 milliards d'opérations par seconde vers 2029. Ce déluge de puissance informatique est le point central qui explique la modification de notre exercice. Mais comme tout tsunami, quand on le regarde d'un peu loin, il semble tout petit et on ne voit le mur d'eau que relativement tard. C'est ce qui est en train d'arriver à notre profession. Nous sommes en train de passer à côté de la vague technologique en cours et nous n'avons pas une stratégie qui intègre cette réalité. Je pense que nous allons le payer très cher. Comme les libraires, comme l'industrie de la musique, comme tous les acteurs qui n'ont pas voulu voir, qui ont été en déni de réalité face aux exponentielles technologiques. Je vous disais tout à l'heure qu'un teraflop, c'est ce qu'il faut pour séquencer l'ADN. Le premier ordinateur pétaflop, c'est il y a 16 ans, teraflop, c'est il y a 16 ans. 9298 ordinateurs pour faire un teraflop. Aujourd'hui, la puce Night Corner, qui date de fin 2011, fait un teraflop en tenant dans le creux de la main et on pourra séquencer l'intégralité de l'ADN avec un téléphone portable dans 2 à 3 ans. La banalisation de la puissance informatique va banaliser ces technologies et va accélérer la puissance du tsunami technologique. Nous sommes effectivement à l'année zéro de la convergence entre les technologies NBIC. Le premier objet de la convergence NBIC, c'est le séquenceur de nouvelle génération, c'est-à-dire les séquenceurs ADN. C'est ça, un séquenceur ADN. Ce qui nécessitait des moyens industriels majeurs devient un acte relativement banal que l'on fait avec une machine à peine plus grosse qu'une machine Nespresso. Un généticien séquençait quelques milliers de bases ADN sur les 3 milliards que comportent nos chromosomes dans une vie entière. Aujourd'hui, un séquenceur génère 50 milliards de bases ADN à l'heure. Le coût, comme je le disais tout à l'heure, a été divisé par 3 millions en 10 ans. Le coût du séquençage intégral de l'ADN sera passé en très peu de temps de 3 milliards de dollars à 1000 aujourd'hui et à 100 d'ici 2018. Corrélativement, le nombre d'humains séquencés est en train d'exploser. Le coût est en train de s'effondrer. Je répète, le premier séquençage a duré 13 ans, a mobilisé 22 000 chercheurs et a coûté 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, ça se fait en quelques heures avec un technicien Bac-3 pour appuyer sur le bouton Start. La génomique, ce serait un peu long. Ce n'est pas du tout méprisant pour les techniciens de laboratoire, bien évidemment. La génomique va permettre de faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de confusion sur la génomique. Les gens pensent que la génomique ne s'intéresse qu'au destin héréditaire et c'est plus compliqué que ça. La génomique analyse non seulement ce que nous avons reçu de nos parents à notre naissance, mais aussi les marques que l'environnement met sur les protéines autour de l'ADN, ce qu'on appelle l'épigénétique, et qui modifie notre destin génétique grandement.
mais je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. Un bon exemple de ça, c'est que 100% des cancers sont une maladie de l'ADN. Le cancer est toujours une maladie génétique, toujours. Dans 15% des cas, on a reçu l'anomalie génétique à notre naissance, et dans 85% des cas, on a acquis l'anomalie génétique à cause de l'environnement et à cause de cassures de l'ADN mal réparées. Donc vous voyez bien que le champ de la génétique dépasse le champ du déterminisme héréditaire de ce qu'on a reçu par papa-maman dans le spermatozoïde et l'ovule. De nouveaux paradigmes médicaux vont progressivement apparaître. Le premier exemple, c'est le cancer, qui a fini par achever le plus grand geek sur Terre, qui était Steve Jobs. Par rapport à la vision très simple qu'on avait du cancer jusqu'en 2005, où on imaginait qu'un cancer était lié à une seule mutation de l'ADN, qu'il y avait donc une mutation de l'ADN, et qu'on allait trouver un médicament unique pour chaque mutation, on a découvert un paysage, quand on a commencé à séquencer les cancers, un paysage extraordinairement compliqué, avec des niveaux de régulation absolument fous, qui dépassent l'entendement d'un être humain et qui nécessitent forcément des systèmes experts. Deuxième question qui se pose, et à cette question, Google a répondu oui. Est-ce que les technologies NBIC et le Big Data va modifier les perspectives d'espérance de vie? Autrement dit, où allons-nous sur le plan démographique? Notre espérance de vie donc, a triplé depuis 1750 et elle continue d'augmenter de 3 mois par an. Entre les pessimistes qui pensent qu'elle va maintenant baisser, ceux qui pensent qu'elle va se stabiliser, il y a aussi les gens comme Google qui pensent qu'il est envisageable de faire exploser l'espérance de vie dès le XXIe siècle. Je vous rappelle que l'objectif de Google dans la santé est d'ici 2035 d'augmenter l'espérance de vie humaine de 20 à 25 ans. Je ne dis pas qu'ils y arriveront, mais ce sont des objectifs importants. Donc il y a aujourd'hui un courant de pensée des acteurs industriels qui pensent qu'il est possible, dans les 2 décennies qui viennent, de modifier radicalement l'organisation du système de santé. À tort ou à raison, c'est un autre problème. Ces technologies lancent la naissance de la biopolitique. Il y a 3 ans et demi, si on avait dit que l'on pourrait séquencer l'ADN du fœtus sans amniosynthèse, on aurait rigolé. Le comité d'éthique français vient cet été d'autoriser le séquençage des fœtus sans faire d'amniosynthèse. La puissance informatique a tellement augmenté qu'il est possible de séquencer le sang maternel et de séparer, grâce à des logiciels bioinformatiques d'une puissance de 10 000 milliards d'opérations par seconde, ce qui est banal, de séparer l'ADN du fœtus et l'ADN de la mère. Il n'y aura plus aucune amniosynthèse en France dans 4 à 5 ans. On va donc connaître l'ADN des fœtus beaucoup plus précocement qu'on le sait par amniosynthèse, car l'ADN du fœtus passe dans le sang maternel précocement. On va connaître les caractéristiques du fœtus non plus à 20-25 semaines, ce qui nécessite, quand il y a par exemple une trisomie 21, une autorisation pour faire une IMG. On va être dans le cadre de l'IVG toute bête. Et il va être extrêmement compliqué d'empêcher les parents de faire des bébés à la carte, puisqu'ils auront la carte génétique de leur enfant avant 12 semaines. Et qu'il va être difficile de dire aux mères, vous avez le droit de faire un avortement parce que vous ne voulez pas être enceinte en été et que vous préférez l'être en hiver, et de leur dire, en revanche, vous n'avez pas le droit d'avorter du fœtus quand il a des caractéristiques génétiques qui ne vous conviennent pas. Cela va être juridiquement totalement impossible, sauf à interdire l'avortement. Ça pose d'énormes questions. Vous savez que 97% des fœtus trisomiques dépistés en France sont avortés. C'est entre 96 et 98 dans les pays qui nous entourent. La possibilité de connaître à prix très bas la totalité des caractéristiques génétiques des fœtus va poser des problèmes éthiques et biopolitiques majeurs, et il n'y a pas de solution pour encadrer cela, sauf, je le répète, à interdire l'avortement. Le débat est déjà très avancé aux États-Unis sur ces questions. On en parle extrêmement peu en France. Que va-t-on faire de ces technologies? Comment encadrer le risque génique, qui est plus qu'un risque, qui est une probabilité majeure? Et ce que l'on a fait sur la trisomie 21, sans mettre le mot eugénisme derrière, montre qu'en réalité la tentation eugéniste est déjà là et que la société a largement encouragé
l'éradication ou la quasi-éradication de la trisomie 21, tout en condamnant d'un point de vue juridique l'eugénisme. Il y a probablement de gros débats politiques qui vont survenir entre les bioprogressistes, entre guillemets, et puis les bioconservateurs sur l'utilisation de cette technologie. Je vous parlais tout à l'heure de neurogénétique. Hein. Ça, c'est le jeune homme qui séquence et qui essaie de corréler l'intelligence avec la génétique en Chine. Il a fait son premier Nature à 14 ans et demi. Il a lui-même un QI relativement élevé. C'est un vrai tabou, la neurogénétique, chez nous. C'est vrai que nous préférons penser que finalement l'ADN n'a pas de conséquences sur les caractéristiques socio-professionnelles et intellectuelles. Eh bien, ce tabou n'existe pas en Asie. Et donc, il va être difficile, il va y avoir une dialectique compliquée entre des groupes de pays qui vont faire de l'eugénisme intellectuel et puis des pays sociaux-démocrates, humanistes comme nous, qui pensons que tout ceci est tabou et ne doit absolument pas être mis en œuvre. Un point économique est important. Ma conviction, c'est que le passage de la santé vers plus de technologie et vers le big data va entraîner un transfert de valeur du sol français vers là où le code et les algorithmes sont possédés. De même que l'argent de TF1, de la presse, de la radio, des médias français part pour une partie à Mountain View en Californie vers les gens qui maîtrisent les moteurs de recherche. Vous savez que Google prend 30% des recettes publicitaires. Il y a le grand risque qu'une partie de notre pognon dans le système de santé parte vers ceux qui vont maîtriser les algorithmes bioinformatiques. Et ces gens-là, ils sont tous aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'avec 3 cacahuètes du plan d'avenir des 34 filières, on va concurrencer Google Santé en 2020, qu'on va concurrencer des gens qui vont investir des dizaines de milliards de dollars dans le développement de moteurs de recherche biomédicaux. De même qu'il est totalement illusoire de penser qu'on va aujourd'hui dépasser Google sur la partie des moteurs de recherche traditionnels et ses 350 milliards de capitalisation boursière. Google a dépassé 1000 $ hier et a gagné plus 13% en bourse. Cette technomédecine, c'est d'abord de l'IT, c'est d'abord de l'informatique. C'est de la technologie, c'est de l'informatique, c'est du big data. Quand on pense big data en santé, on pense uniquement médico-économie. Mais la médico-économie, ce n'est pas du big data. La totalité des données que les unions et que le ministère va gérer en médico-économie, c'est 1 million de fois plus petit que ce qu'on va gérer en données génomiques en 2019. Ce qu'on fait en médico-économie, ce n'est pas du big data, c'est du petit data. Ça paraît beaucoup parce qu'on n'a pas appris l'informatique quand on était en fac de médecine, donc on est affolé dès qu'on voit 3 kilooctets. Mais ça n'est pas du big data. Le big data, il arrive, et on n'est vraiment pas armé pour le big data. Alors, il y a une bonne nouvelle en matière d'informatique et de e-santé, c'est que le pouvoir des patients va baisser. Oui, le temps, et je dis ça en tant que créateur de Doctissimo, le temps où les secrétaires allaient challenger le médecin en allant sur Doctissimo pendant l'heure du déjeuner avant la consultation à 14 h avec le médecin est terminé. À l'heure du big data et de la technologie, c'est pas sur Doctissimo qu'on va comprendre les conséquences des milliards d'informations de biologie moléculaire que les séquenceurs auront sorties sur notre système de santé, sur notre état de santé. Donc le pouvoir des patients va rebaisser. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ah, il y a une mauvaise nouvelle, c'est que le pouvoir des médecins va encore plus baisser probablement. Si nous n'y prenons pas garde, nous allons être dans une situation d'irréversibilité en matière de big data santé. À force de nous obnubiler sur des tout petits volumes de données médico-économiques et d'y consacrer toute notre énergie, permettez-moi de me répéter, nous allons complètement passer à côté de la vraie technologie. Nous nous préoccupons trop du sexe des anges, comme pendant le siège de Constantinople. Il faudrait un tout petit peu de temps en temps s'occuper des enjeux technologiques. Le tsunami génomique conduit à une tempête digitale. Un whole génome, je disais tout à l'heure, ça produit 10 000 milliards d'informations, 10 terabits en données brutes. Ce déluge de données va redistribuer le pouvoir médical, car le pouvoir va être à ceux qui savent traiter le big data.
Ne soyons pas les libraires face à Amazon. Ne soyons pas la presse face à Google. Apprenons-nous à nous servir des technologies de gestion de la data, qui va être le centre du pouvoir économique médical et le centre du pouvoir médical tout court. J'ai fini dans une minute. Au nom du pouvoir des montres. Il me reste 3 minutes. Il ne reste plus que 272 slides. C'est une équation redoutable pour les professionnels de santé, et il ne faudrait pas que nous, professionnels de santé, devenions les maréchaux ferrants du XXIe siècle, car forcément, nous allons devoir outsourcer notre cerveau dans le cloud computing, parce qu'on ne va pas pouvoir gérer ces données sans l'aide de systèmes experts. La question va être qui contrôle les systèmes experts et qui récupère la manne économique derrière les systèmes experts? Nous ou pas nous? Les conséquences médico-économiques sont multiples. On va identifier les risques beaucoup plus tôt. Il va y avoir un bouleversement de l'équilibre assurantiel. Je passe rapidement. Bien évidemment, le Yalta français, la bobologie aux mutuelles et le gros risque à la Sécu va exploser. La médecine génomique ne peut pas être découpée en tranches, puisqu'on connaîtra son patrimoine génétique très tôt, et donc il faudra une coordination, et il ne sera pas possible d'être coupé entre un cochon payeur, qui est l'assureur complémentaire, qui est un cochon payeur heureux, hein, l'assureur complémentaire est un cochon payeur heureux, et puis une sécu monopolistique. Ce système va exploser en quelques années. Cette médecine qui imite l'astrophysique, elle pose un problème, hein. Qui va manager ces milliards de données? Ça, c'est le tout début du chromosome 17, et ça continue, il y en a 3 milliards. Les données de biologie moléculaire vont représenter près de 99% des data santé. La partie médico-économique va représenter absolument rien. C'est un non-enjeu, c'est un enjeu politique important, mais c'est un non-enjeu en termes de data management. On va forcément vers une mutation importante du système de santé avec des nouveaux intermédiaires. Et inévitablement, le DMP s'impose. On ne va pas traiter ces milliards de données sur des fiches Bristol. Donc, nous allons devoir accepter une informatisation pour de bon de notre exercice. Et la question, toujours, est la même, c'est qui va contrôler cette information? Et la question est bien celle-là. Qui va être la CGDIM du gène? Alors, ça ne va pas être la CGDIM, ça c'est sûr. Est-ce que ce sera Google? C'est une vraie question. Et ça n'est pas impossible que des grands acteurs ayant des moyens très importants puissent faire les dizaines de milliards de dollars d'investissement nécessaires pour traiter toutes ces datas. Nous, à titre individuel, on ne va pas investir dans chaque cabinet 5 milliards de dollars pour gérer des algorithmes bioinformatiques. Donc il va forcément y avoir une concentration. La question est de savoir à quel niveau, est-ce que ce sera au niveau étatique ou au niveau supra-étatique, que le contrôle des datas sera organisé. Google, il faut bien le savoir, est aussi au centre d'un projet politique. Il n'est un secret pour personne que ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire l'idéologie qui pense qu'on a le droit d'utiliser toutes les technologies NPIC pour changer l'espèce humaine et faire reculer la mort, eh bien l'épicentre de l'idéologie transhumaniste, c'est Google. Le nouveau directeur de Google, c'est le patron mondial des associations transhumanistes, Ray Kurzweil. Hein. Donc il y a derrière tout ceci également un projet politique qu'il ne faut pas négliger, avec un pouvoir entre les intellectuels transhumanistes et les industriels de l'univers NBIC important, et qui va nous challenger, car nous ne sommes pas habitués à traiter avec des acteurs aussi puissants. Et je vous rappelle, il ne faut jamais l'oublier, Google est aujourd'hui la société la plus puissante au monde, et d'ailleurs elle nous formate, puisque nous y allons 15 fois par jour pour chercher des informations. Nous sommes profondément formatés par Google, qui a un magistère intellectuel majeur sur la planète. J'ai déjà fini, toi. Ce tsunami technologique, il pourrait nous marginaliser, nous déclasser, nous paupériser, entraîner notre contournement, favoriser encore plus qu'aujourd'hui notre fragmentation syndicale et notre balkanisation politique. Mais cela pourrait être aussi pour nous le moyen de reprendre un lead, de devenir un espèce d'écrivain public de ces technologies, d'être le pivot d'un parcours de soins. Il y a toujours de la place pour le médecin. Dans cet univers de big data où il va y avoir des milliards de signaux, notre rôle sera peut-être de demain
de faire le tri, de hiérarchiser ces données, d'accompagner le patient à gérer autant d'informations parfois anxiogènes, de les protéger contre les margoulins des technologies NBIC qui ne manqueront pas d'arriver. Il y aura toujours des Ricazara et des NBIC, voire pire, et d'aider les patients à planifier leur parcours de vie dans un horizon existentiel qui sera modifié par une médecine productive que nous devons maintenant apprendre à construire sans être dépossédés au passage de notre pouvoir. Je vous remercie.